Bonsoir, votre nouveau meeting philosophique a lieu ce vendredi sur le campus de la Cité internationale universitaire à Paris, dans le 14e arrondissement. Après l'argent, l'immigration, l'indignation, c'est à l'égalité, un des grands thèmes de la campagne présidentielle, que nous allons nous intéresser ce soir en confrontant ensemble des philosophes ou des penseurs comme Edgar Morin ou Emmanuel Todd à des experts comme Calixte Beyala ou François de Closet. Le temps de finir d'installer le décor et d'installer ces étranges micros sur les têtes de nos invités pour qu'on puisse s'entendre. Je vous donne rendez-vous tout de suite, ici et maintenant. Bonsoir, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e édition de 2012, les grandes questions. Ce mois-ci, après l'argent, l'immigration et l'indignation, nous allons parler de l'égalité avec 4 philosophes qui seront ensuite confrontés à 3 experts. Alors d'abord, notre parrain, le parrain des philosophes français, Edgar Morin, nonagénaire, mais le plus jeune d'entre nous. Le plus jeune d'entre nous, oui, il vient même de se marier. Sociologue, qui publie un livre absolument magnifique, un vrai petit bijou, Mes philosophes, aux éditions Germina. Emmanuel Todd. Alors Emmanuel Todd, c'est un penseur. Il a même réussi l'exploit à faire un best-seller avec un livre très sérieux, L'origine des systèmes familiaux, aux éditions Gallimard. Puis c'est aussi un prophète qui se trompe très rarement, ce qui est rarement le cas des prophètes. Geneviève Fraisse. Alors vous, Geneviève Fraisse, vous êtes directrice de recherche au CNRS, philosophe et grande spécialiste de la pensée féministe. Ruven Augien, philosophe, moraliste, qui a gagné cette année le prix du meilleur titre avec l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine aux éditions Grasset. Viendront nous rejoindre, quand les philosophes auront débattu, 3 experts. François de Closet, essayiste à succès. Ensuite, Calixte Beyala, romancière et partisane évidemment de l'égalité à travers la diversité. Et puis enfin, une très grande dame, la biologiste Nicole Ledouarin. Mais tout de suite, pour lancer le débat, notre philosophe maison Alexandre Gamelin va essayer de nous expliquer ce qui peut bien se cacher derrière le terme égalité. On regarde. Il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile, hein. À première vue, l'égalité, c'est aussi simple que 2 et 2 font 4. D'ailleurs, arithmétiquement, il ne s'agit que de ça. 2 œufs plus 2 œufs égale 4. Le signe égal vient signifier un rapport d'équivalence entre 2 valeurs. Si 2 plus 2 égale 4, cela veut dire que 2 plus 2 et 4 sont équivalents, identiques, interchangeables, indifférents. Appliquez cela aux hommes. 2 œufs plus 2 œufs égale 4. Et vous aurez une bonne définition, seulement voilà. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Tout à fait numéro 6, les hommes ne sont pas réductibles à des équations. Du coup, comment pourraient-ils revendiquer une telle égalité tout en se définissant comme des êtres singuliers, uniques et libres? Et pourtant, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme affirme « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Qu'est-ce donc que cette égalité qui irait de pair avec la liberté? Eh bien justement, c'est une égalité en droit. Il ne s'agit pas de dire que tous les hommes doivent se ressembler, être identiques, uniformes, mais d'affirmer que quelles que soient les différences, la loi doit être la même pour tout le monde et s'appliquer de la même façon. Pour que les individus puissent être libres dans une société, il faut qu'ils puissent bénéficier des mêmes droits.
Si un dictateur impose une loi selon laquelle seules les personnes ayant le nez aquilin auront le droit d'être policiers, il bafoue la liberté de ceux qui ont un nez épaté. L'égalité en droit est donc une condition de la liberté. Une fois admis ce beau principe d'égalité entre les hommes, chacun est libre de se faire concurrence. De cette compétition sortiront des vainqueurs et des perdants. Les inégalités réelles se creusent et l'égalité de droit n'est plus alors qu'une coquille vide. Les enfants d'un milliardaire sont égaux en droit avec ceux d'un chômeur d'une cité. Mais si rien ne vient corriger les inégalités sociales, économiques, d'accès à la culture et d'accès à des réseaux professionnels qui les séparent, cette égalité de droit ne devient-elle pas un alibi pour justifier l'injustice? L'égalité n'est pas toujours équitable. Comment compenser ces inégalités de fait? Peut-on, au nom de l'égalité réelle, sacrifier une partie de l'égalité de droit? Prenons le cas de la discrimination positive. On sait que tous les Français naissent et demeurent libres et égaux en droit d'entrer à l'ENA. Mais on sait aussi que les fils d'énarques ont de fait plus de chances d'entrer à l'ENA que les fils d'immigrés. Pourquoi dès lors ne pas octroyer un quota de places pour les fils d'immigrés afin de rétablir une égalité des chances? Si on répond oui, on valide une inégalité de droit, les fils d'immigrés ne seraient pas de fait égaux devant le concours puisqu'ils auraient automatiquement un quota de places réservé. Mais si on répond non, on cautionne une situation dans laquelle l'inégalité des chances est un fait incontestable. Pour sortir de cette impasse, il y a une solution radicale. Abolir l'égalité de droit pour mettre en place l'égalité réelle. Chacun, quels que soient ses talents, sa production, doit recevoir autant. Un homme étant égal à un autre, un salaire doit être égal à l'autre. On appelle ce système l'égalitarisme. Sauf qu'évidemment, comme les régimes qui le défendaient ont fait des millions de morts, on voit vite l'impasse. Si tout le monde est traité à la même enseigne, rémunéré de la même façon, selon qu'il soit méritant ou non, le risque n'est-il pas de s'aligner sur le plus petit commun dénominateur et au final de nier les talents, les envies, les singularités de chacun? Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. La question qui se pose alors n'est plus qu'est-ce qu'une société d'égalité, mais qu'est-ce qu'une société juste, équitable? Et là, ça n'est pas plus simple. Tout le monde, de droite comme de gauche, est pour, mais propose des moyens radicalement opposés pour atteindre l'objectif. Bon courage pour choisir le bulletin de vote qui ira avec votre soif de justice. Merci Alexandre. Alors nous allons commencer cette émission en demandant à nos philosophes si les femmes et les hommes naissent égaux en droit. Ça c'est une bonne question philosophique. On va demander au pape des philosophes contemporains de nous répondre. Le plus jeune d'entre nous. Allez Edgar Morin. Écoutez, ils naissent différents l'un de l'autre. C'est-à-dire, c'est tout le problème de l'égalité, puisque nous sommes tous divers, même les hommes entre eux, ils sont différents, mais ils sont évidemment égaux en droit. C'est l'histoire, dans pas mal de sociétés, qui a institué l'inégalité, c'est-à-dire la hiérarchie de l'homme supérieure à la femme. Mais il est évident qu'une conscience contemporaine ne peut pas accepter ça. Donc, c'est le problème typique, ils sont différents et ils sont égaux. Oui, bon, c'est un idéal en fait. Il n'y a pas de justification. La morale n'a pas de justification. Enfin, on est dans l'a priori. On vit dans une société qui a l'a priori morale d'une égalité des hommes et des femmes dans l'ensemble. Je parle de la société française. Je veux dire, cela dit, il faut tout à fait aussi admettre l'existence de sociétés qui ont des a priori contraires. Ça n'est pas vrai. Moi, en tant qu'anthropologue, j'ai travaillé sur toutes les sociétés du monde, et il y a des sociétés qui n'ont pas comme a priori cette idée d'égalité, et des sociétés très proches. L'idée d'égalité des hommes n'est pas du tout... Quels exemples vous pourriez donner? L'idée d'égalité n'est pas du tout au cœur des cultures anglo-saxonnes. Elle n'est pas du tout au cœur de la culture allemande ou japonaise. Donc, pour vous, ce sont des sociétés inférieures ou supérieures ou... Non, je veux dire, on ne peut pas. Je veux dire, moi, personnellement, je suis un bon petit Français de base, né dans le bassin parisien, et je trouve que les idéaux de liberté et d'égalité sont très bien. Mais quand on fait l'étude comparative de tout ça, on voit que la société allemande est plutôt fondée sur l'idée de hiérarchie, de différenciation des groupes de métiers, comme le Japon. La façon dont les sociétés anglo-saxonnes ont finalement provoquer ou initier et accepter la fantastique montée des inégalités économiques depuis l'époque Reagan et Thatcher vient du fait que ces sociétés n'ont pas dans leur
code de définition, une valeur égalitaire très ancrée. Alors que la France, au contraire, où le niveau d'égalité économique objective est resté l'un des plus faibles du monde développé, eh ben, il y a des valeurs a priori qui ont retenu le système économique dans le sens de l'égalité. Geneviève Fraisse, est-ce que la France n'est pas un peu en retard sur le plan de l'égalité homme-femme alors? Oui, ça, de toute façon, que la France soit bloquée, ça, notamment anglo-saxonne. on pourrait en parler, mais je voudrais d'abord rebondir, si vous me l'accordez, sur ce que vient de dire Emmanuel Todd. Moi, j'enlèverais un certain nombre de... Tous les mots sont importants. J'enlèverais le mot moral, j'enlèverais le mot valeur, je garderais le mot principe et j'introduirais le mot démocratie. Et à ce moment-là, on va avoir la question du principe égalité comme principe politique tel qu'il a été effectivement pensé au moment de la fin du XVIIIe siècle par un certain nombre de démocraties. Et puis j'ajoute que là où il y a un vrai débat, ce qui fait le malentendu entre les anglo-saxons et nous, c'est qu'ils parlent volontiers par rapport à la justice, quand nous, moi en particulier par exemple, je vais continuer à suivre le fil rouge de l'égalité. Et eux, la justice va englober quelque chose de plus large ou plus souple que le fil rouge de l'égalité. Ruben Augien. Si vous voulez, dire que les hommes naissent égaux en droit, c'est une affirmation, c'est une proposition. Et comme toute proposition, elle doit être justifiée. Ouais. Il faut trouver des arguments en sa faveur. Alors justement, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça ne dit pas la nature humaine, le principe d'égalité? Dans des pays, comme le disait Emmanuel Todd, dans des pays comme les nôtres, c'est une affirmation qui a une force d'évidence, qui n'appelle pas nécessairement une justification. Mais évidemment, comme les philosophes, c'est leur travail d'essayer de justifier ce genre de principe, ils essayent de trouver quelque chose, donc des arguments en faveur de cette proposition, et des arguments qui sont parfois très très complexes, dans lesquels nous allons rentrer peut-être, mais c'est une proposition qui peut avoir des justifications qui sont morales, qui peuvent avoir des justifications qui sont politiques, et il faut distinguer ces justifications du fait brut qu'on constate qu'il y a des inégalités, qu'elles soient juridiques, politiques ou économiques et sociales. Toute la question est celle de la justification. Edgar Morin. Oui, je voudrais dire que dans le principe français, liberté, égalité, fraternité, ces trois notions sont évidemment complémentaires, mais elles sont aussi antagonistes, parce que la liberté livrée à elle-même tue l'égalité. Si vous voulez imposer l'égalité par la force, vous assassinez la liberté. Quant à la fraternité, elle ne peut pas être décrétée, imposée par un État, ça ne peut venir que des citoyens eux-mêmes. Donc, nous devons gérer sans arrêt cette contradiction. Il est certain que quand on était sous l'occupation, l'impératif premier, c'était la liberté. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'accroissement des inégalités, et encore, il nous reste quelques libertés, il faut quand même lutter contre ces inégalités, parce que le problème de l'égalité n'est pas seul. C'est que nous sommes dans un monde, comme l'a dit Todd, où les inégalités se sont considérablement accrues. Donc nous avons une complexité. On ne peut pas mettre l'égalité seule. Nous devons la combiner à la liberté. Et je pense que la fraternité est quelque chose qui compense d'une façon très relative, mais qui compense l'extrême inégalité. Vous êtes sûrs vraiment tous que les inégalités ont augmenté depuis l'Ancien Régime? Ah non, 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 je veux dire, il y a des cycles. Je veux dire, la phase de l'immédiate après-guerre a été, je veux dire, on a eu une phase, je dirais, d'égalitarisme ou de montée en puissance de l'égalité maximale qui a duré, dans le cas de la France, jusqu'à des années très récentes. C'est-à-dire que le principe d'égalité, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, a duré, vraiment bien résisté jusqu'au début des années 2000. Et puis là, dans la phase la plus récente, on voit, ça y est, la montée des inégalités se fait à un rythme anglo-saxon, avec évidemment une accélération. Il y a une tradition philosophique qui met en question les principes d'égalité. Il y a Euripide qui disait notamment « L'égalité n'a d'autre existence que son nom ». Cette belle phrase de Raymond Aron, l'égalitarisme doctrinaire s'efforce vainement de contraindre la nature biologique et sociale et il ne parvient pas à l'égalité mais à la tyrannie. Oui, mais ça a l'air malin
mais on pourrait aussi parler de l'inégalitarisme doctrinaire. Là, on est dans le contexte de sociétés égalitaires qui ont essayé je dirais, d'appliquer ce principe, d'aller au plus loin dans l'application des principes. Donc ce qu'on va trouver chez des gens comme Aron, c'est des petits ricanements sur les excès de l'égalitarisme. Mais je vous garantis que si vous êtes dans une société hiérarchique, stratifiée, à système nobiliaire, tout à fait paralysant, vous pourrez ricaner de l'inégalitarisme avec encore plus d'efficacité. Parce que dans l'ensemble, quand même, l'une des justifications, je dirais, pragmatiques de l'égalité, c'est que ce qu'on constate, c'est que les sociétés égalitaires sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que les sociétés qui font des décollages économiques réussis, je veux dire, ont en elles-mêmes ce qu'il faut d'égalité. Et contrairement à ce que dit la vulgate néolibérale, la montée en puissance des inégalités s'accompagne inévitablement d'une chute d'efficacité, ce qu'on est en train d'observer actuellement dans le monde anglo-saxon. Mais quand vous parliez de décollage, excusez-moi, quand vous parliez de décollage, est-ce que dans ce qu'on regarde l'histoire des sociétés, est-ce que, disons, dans les prémices du décollage, il n'y a pas toujours énormément d'inégalités, comme on a pu le voir dans des décollages réussis, par exemple l'économie américaine au 19e siècle? Non, non, je veux dire, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est la vulgate néolibérale, mais ce qu'on trouve généralement dans ces phases, c'est l'alphabétisation de masse, qui est le début de l'égalité culturelle. Là, on pense toujours à l'égalité en termes économiques. Mais on ne pense pas, je veux dire, la réalité de l'inégalité dans les sociétés médiévales, par exemple, c'était le fait que seuls les prêtres savaient lire et écrire. Et puis petit à petit, ça s'est étendu à tout le monde. Et l'égalité de tous devant l'écriture est beaucoup plus fondamentale que l'égalité économique. Ensuite, l'économie suit. Pardon, je me tais. Non, mais c'est très drôle. Quand on prend la question de l'égalité femmes-hommes, ça donne un tout autre regard sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, par exemple, elle n'est pas explicitée dans les textes avant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir la Déclaration des droits de la femme dans l'âme de gauche, d'accord, mais sinon, on aura l'explicitation uniquement avec les déclarations multiples, soit des constitutions, soit internationales, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça veut dire que l'égalité femmes-hommes n'est pas posée jusqu'en 1945. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. La deuxième, qui est très intéressante, c'est de prendre l'exemple que vous prenez, à savoir celui de l'accès au savoir, de l'écriture, etc., etc. Là aussi, on a deux histoires qui ne sont pas les mêmes. Donc, dès qu'on prend la question de l'égalité des sexes pour lire l'histoire... Pas les mêmes en quel sens? Tout simplement, le savoir des femmes est limité et on enlève les limites très progressivement. Le baccalauréat sera identique en 1924, si vous voulez. Je pourrais prendre 50 exemples de l'histoire ces 2 derniers siècles. Donc c'est très drôle, à partir du moment où on a l'égalité, non plus comme principe politique, mais comme lecteur historique, on découvre des choses tout à fait étonnantes. C'est-à-dire notamment qu'on a produit l'inégalité entre les sexes sans le dire. Ce que moi j'appelle la démocratie exclusive. C'est-à-dire, et citoyen, toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils. Ah, ben c'est embêtant parce que les femmes ne jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils. Donc elles ne sont pas citoyennes. On peut faire comme ça toute une série de mécanismes qui seront, sur les 2 siècles que nous venons de vivre, tout à fait remarquables, en gros jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une bascule qui se fait à ce moment-là. Donc ça permet de relire, c'est seulement ça que je voulais dire, l'histoire aussi autrement. Et pas seulement d'être là à parler de retard ou de... Voilà. Ruben Daugier. Évidemment, les questions historiques, les questions sociologiques sont extrêmement importantes, mais je voudrais rester sur ce plan philosophique et me poser la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier l'égalité ou l'inégalité. Or, ce qui me frappe, derrière toutes les évolutions en termes d'élargissement, de rétrécissement des inégalités ces derniers temps, c'est que la justification morale de l'inégalité réapparaît sans aucun complexe. C'est ça qui me paraît plus intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a des raisons morales d'accepter une certaine inégalité économique entre les personnes, par exemple le talent, le mérite, opposer les flemmards à ceux qui travaillent, etc. Donc ce retour très très étonnant d'ailleurs d'une idée qui était très présente au XIXe siècle, revient, c'est la justification morale des inégalités économiques. Et même les sociodémocrates comme John Rawls aux États-Unis essayent de justifier aussi les inégalités en invoquant par exemple l'argument de l'efficacité ou d'autres arguments disant qu'un système d'inégalité qui est favorable aux personnes les plus pauvres est un système qui n'est pas immoral, qui peut être justifié. Donc ce qui est frappant, c'est la montée d'une justification morale des inégalités économiques et sociales. Bon, c'est une très bonne transition maintenant pour notre vidéo-philosophe Alexandre Gamelin, qui s'est demandé, et qui va traiter le sujet en images, s'il fallait imposer plus pour
redistribuer davantage? On regarde. L'impôt comme outil d'égalité est une question très complexe qu'on pourrait résumer simplement: les joueurs de foot sont-ils trop payés et faut-il les taxer plus? Sur le principe, la question est d'emblée résolue. Le joueur le mieux payé en France touche en un mois ce qu'un smicard toucherait en 27 ans. Le rôle de l'impôt est donc de corriger cette inéquité. Oui, mais si on les taxe trop, ils partent vers des cieux fiscalement plus cléments, ce qui a deux conséquences. Nos meilleurs joueurs partent jouer à l'étranger et nos clubs sont pitoyables en Ligue des Champions. Contrôle et tir violent. D'ailleurs, en Europe, les pays qui imposent le moins les joueurs sont l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, 3 pays qui contiennent comme par hasard 9 des 10 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais deuxième conséquence, si tous les joueurs les mieux payés partent, les rentrées fiscales diminuent. Et du coup, il y a moins d'argent à redistribuer. Bref, on sacrifie l'efficacité sur l'autel de la justice. C'est une parfaite illustration de ce que l'économiste Arthur Laffer avait résumé d'une courbe et d'une formule célèbre: trop d'impôts tue l'impôt. Dans un monde ouvert où la compétition et la concurrence sont sans pitié, il est illusoire de défendre des grands principes. Seul le résultat compte. L'important, comme ils disent, c'est les 3 points. D'ailleurs, toujours dans le cas du foot, c'est à l'échelle mondiale, celle de la FIFA, qu'une forme de redistribution des revenus a pu être mise en place. Désormais, quand un jeune joueur est transféré, chacun de ses clubs formateurs perçoit un pourcentage de la somme versée par le club acheteur. En élargissant, la question de la justice fiscale ne peut donc être convenablement traitée que si elle va de pair avec une harmonisation fiscale, au moins à l'échelle de l'Europe. Mais ce qui vaut pour le joueur de foot, vaut-il pour tous les hauts revenus? Certes, une fiscalité jugée confiscatoire par les intéressés pourrait les conduire à l'exil fiscal. Beaucoup de nos plus brillants ingénieurs sont ainsi traders à la City de Londres. Mais malgré tout, si le langage du foot est universel donc sans frontières, pas sûr que celui des grands patrons français le soit autant. La preuve, il n'y a pas beaucoup de transferts de grands patrons à l'étranger, et si aucun n'a jusqu'à présent été débauché pour devenir patron d'une entreprise du Dow Jones, ce n'est sans doute pas qu'à cause du bouclier fiscal. Pas sûr qu'une augmentation de leur taxation ne les propulse à la tête de Google ou de Facebook. Allez, on veut bien s'offrir une petite niche fiscale spéciale foot pour s'offrir des soirées télé jusqu'au printemps, mais les patrons, eux, doivent payer. C'est une question de justice. Aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je signale que vous regardez 2012 les grandes questions, une mensuelle philosophique qui s'intéresse aux grandes questions de la campagne présidentielle. Ce mois-ci, c'est l'égalité et nous confrontons philosophes et experts. Le premier expert vient d'arriver sur ce plateau, c'est François de Closet, essayiste bien connu, qui trousse régulièrement des best-sellers. Le dernier, L'échéance, avec Irène Inchospé aux éditions Fayard. Alors, la question toute simple, qui était la question posée par Alexandre Gamelin, c'est est-ce que l'impôt peut permettre de rétablir l'égalité? François de Closet. Oui, si ce n'est qu'en France, depuis quelque temps, il ne le fait plus du tout. Mais il est évident que l'impôt redistribue. Nous avons un système, le système libéral, l'économie de marché, le capitalisme, qui tente à concentrer la richesse. C'est son principe même. Le capitalisme génère l'inégalité. Ce n'est pas une perversion du capitalisme, c'est son moteur, c'est comme ça. Mais l'inégalité, la concentration de la richesse, au bout d'un moment, c'est catastrophique, même sur le simple plan économique. Donc il faut redistribuer. Et on a mis au point, depuis 50, 60 ans, toutes sortes de systèmes redistributifs. Mais, il faut savoir que depuis 20 ans, ce système ne marche plus, parce que d'un côté, le nouveau capitalisme financier mondialisé, etc., fait remonter de plus en plus de richesses dans une sphère où il y a de moins en moins de gens, et que, de l'autre côté, on a fait détraquer notre système fiscal, en sorte qu'au lieu de prélever de plus en plus à mesure que les gens sont plus riches, non, passé un certain niveau de fortune, on s'est aperçu que les taux de prélèvement baissaient. Donc, vous voyez, il y a une crise absolue de l'inégalité. Aujourd'hui, non seulement les inégalités ont augmenté, mais ce qui est le plus grave, c'est qu'elles ont perdu leur justification. Et quand même, ce qui est important, c'est que les inégalités aient une justification. C'est très simple, qu'elles soient socialement utiles et qu'elles correspondent au mérite. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans un système où explosent des inégalités qui ne produisent aucune richesse et qui ne correspondent pas au mérite.
Emmanuel? Oui, je veux dire, on est à un moment très particulier de l'histoire de France, puisque justement, on est en train de se rendre compte de ces dysfonctions. Il y a une résistance, je dirais, de la culture égalitaire française, et il me semble qu'on se dirige vers une élection présidentielle qui va être un référendum sur l'idée d'égalité. Puisqu'en fait, Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui a prétendu échapper à la valeur française d'égalité, avec ses copains plein de pognon, cette acceptation de l'argent, et ces choses. Et François Hollande, qui logiquement devrait l'affronter au second tour, est très clairement, je dirais, ancré dans l'idéal égalitaire français. Donc on va voir un référendum, en fait, présidentiel sur la notion d'égalité, dans un contexte de crise économique tout à fait particulier. Ce qu'on appelait l'État-providence, l'État avec la sécurité, avec, disons, tous les systèmes de protection sociale, était un système qui compensait l'inégalité ou réfrénait l'extrême inégalité que produisait le système capitaliste. Et par lui-même, il avait ses vertus. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, la mondialisation a rétréci le rôle de toute cette protection. Et le problème est comment aujourd'hui réduire ces inégalités. Alors, bien entendu, on revient à cette idée comment juguler ce capitalisme financier spéculateur qui lui profite au maximum. Comment faire en sorte de développer économiquement, par exemple, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui n'a pas pour finalité le profit de façon effrénée. Comment, en quelque sorte, créer toute une série de processus sociaux de façon, et en plus, de régénérer des processus de solidarité qui sont complètement désintégrés. Donc, si vous voulez, finalement, on arrive à l'idée qu'il faudrait une grande politique avec de multiples aspects qui elle-même s'efforcerait de réduire ces extrêmes inégalités, étant bien entendu que les mécanismes de marché normaux peuvent jouer, étant donné que, effectivement, le vrai problème, comme il a été dit, c'est l'égalité de principe, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité des chances au maximum, et bien entendu, égalité ne signifie pas homogénéisation. Il ne faut pas qu'on soit tous pareils. L'égalité véritable respecte la diversité des individus comme des cultures. Oui, enfin, ça va pas être très pratique si on parle des hommes et des femmes de suivre votre discours. Parce que on a dit à plusieurs reprises tout à l'heure qu'il y avait c'est structurel, là, cette question-là. Par exemple, puisque vous parliez de l'impôt, parlons des retraites. On s'est aperçu que nous parlons de tous ces droits qui sont des droits sociaux qui ne vont pas être les mêmes. Pour les hommes et les femmes, c'est incroyable. Pour les retraites, c'est incroyable. Les retraites, c'est strictement incroyable, à tel point que pour une fois, les syndicats s'étaient sentis obligés l'année dernière de mettre en avant l'inégalité qui allait s'aggraver entre les hommes et les femmes avec la nouvelle réforme des retraites. Pourquoi je prends cet exemple ? Pour, d'abord, ne pas continuer sur la question de la philosophie morale avec Ruven-Augien, parce que ça, c'est pas une affaire de morale, c'est une affaire, Edgar Morin va dire de différence, il va dire de différence entre les sexes, mais on est aussi semblable que différent. Donc la démocratie, c'est travailler le semblable et le différent. En même temps, on va être semblable pour l'école, on va être différent dans l'économie. Donc pour moi, c'est pas seulement une question théorique de tout à l'heure, où on serait passé des grands débats pour la première partie de l'émission, puis on parlerait maintenant de choses plus concrètes. Je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que dans ces choses concrètes, je vais trouver les grands débats structurels de notre société. Comment ça se fait qu'à tous les étages de la société, on va effectivement trouver des dysfonctionnements à propos de la question femmes-hommes. Je dis femmes-hommes parce que j'ai appris à le dire. C'est une question d'alphabétie. Hein, d'ordinaire, on dit homme-femme, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait l'alphabet et qu'il fallait dire femme-homme. Donc, voilà, je m'entraîne. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, je l'ai remarqué. Mais voilà, et c'est tellement structurel qu'on ne peut pas repasser au discours général dans la seconde partie. Je suis obligée de dire, y compris sur des exemples très précis, comme l'impôt, la retraite, la sécurité sociale, etc., on va être amené à découvrir des différences incroyables. Mais comment est-ce qu'on peut établir un impôt juste? C'est une question que je vous pose à vous, l'économiste aussi, entre autres, puisqu'on dit toujours trop d'impôts tue l'impôt. C'est qu'au bout d'un certain temps, l'impôt ne sert plus à rien parce que les gens ont fui, ont trouvé d'autres moyens pour échapper à l'impôt. Mais il est évident, d'abord, que dans ce monde mondialisé où
On a autorisé la libre circulation des capitaux. Vous avez la concurrence fiscale qui s'est instaurée. Et effectivement, on est bien obligé d'en tenir compte. Figurez-vous que désormais les riches, ils vont choisir leurs impôts comme le consommateur choisit son magasin. Et que si un État, effectivement, augmente indéfiniment les impôts, eh ben, ils en ira, ils vont en Grande-Bretagne, à Londres, voilà. ils vont en Belgique, à Bruxelles, bien Mais entendu. il ne En faut Suisse, pas évidemment. non plus nous raconter qu'à cause de cela, on est obligé de faire toutes les erreurs qu'on a commises en abaissant les impôts, etc. On peut tout de même, parce que, figurez-vous, les riches en France, ils préfèrent être en France. Et ils ne partiront pas parce qu'ils paieront 3 ou 4% de plus en France. Non, seulement tout à coup, si on n'est plus capable de gérer l'État, si les besoins du budget augmentent et qu'on ne peut plus emprunter, alors on matraque. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'en sortir. Il faut contrôler les dépenses publiques, rééquilibrer la charge fiscale pour qu'elle pèse plus sur les plus riches. Et si on fait ça, on peut très bien avoir un impôt qui redistribue. Si on réserve la solidarité aux plus pauvres, on peut avoir une vraie solidarité qui élimine la misère. On peut rééquilibrer notre société. Seulement, il faut le vouloir, parce qu'à tous les étages, il y a des dysfonctionnements absolument incroyables. Nous avons un moraliste là sur ce plateau, Ruven Ogien. Qu'est-ce qu'il pense de cette discussion sur le pognon, comme ça? C'est pas un peu sordide, là? Au fait, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est qu'en raison des attaques moralistes contre l'égalité, il faut prendre conscience du fait que pour de nombreuses personnes, d'ailleurs ceux qui se trouvent maintenant du côté de ceux qui soutiennent Sarkozy, il y a cette idée quand même... Non, vous avez tout à fait raison de dire que la prochaine élection, puisque vous faites des prédictions qui sont toujours justes, qu'au fond, le débat va se faire aussi autour des valeurs, comme il le dit, et la valeur du mérite, la valeur du travail, etc., de l'autorité. Et ces valeurs, lorsqu'elles sont mises en avant, elles sont souvent en conflit avec cette idée d'égalité. Et comme on l'a dit récemment, enfin, un historien qui a écrit un livre sur la société des égaux, la question qui se pose à nous, c'est d'avoir de bons arguments pour l'égalité, pour refonder cette idée d'égalité, la rendre attractive, la rendre séduisante à nouveau. Il faut se rendre compte à quel point elle a été combattue, affaiblie par ces dernières années. Alors qu'est-ce que nous avons comme argument pour l'égalité? Nous avons un argument de type communautaire. Une société dans laquelle il n'y a pas d'écart de revenus ou d'inégalités sociales est une société qui vit bien, qui est harmonieuse, etc. Il a raison. Est-ce que c'est vrai? Alors, attendez. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est un des points de vue. C'est un point de vue communautaire que je ne partage pas. Ah bon, moi, je pense qu'une autre justification de l'égalité à laquelle je tiens, ce n'est pas qu'elle nous met ensemble tous, c'est qu'elle évidemment, elle permet de mieux protéger, de mieux développer les libertés individuelles et la diversité des gens. Je n'aime pas cette idée que ce qui compte pour nous, c'est que l'égalité, c'est bien pour la communauté. Moi, je ne me sens pas d'appartenance spéciale à cette communauté. C'est-à-dire, vous pensez comme Montesquieu, les hommes naissent, et les femmes, naissent égaux mais ne sauraient y demeurer. Je crois que la décision... Il va être égal tout seul. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que l'égalité est la procédure la plus juste pour l'allocation des ressources. Ce n'est pas la procédure qui nous permet de vivre le mieux ensemble. C'est une question de justice et pas simplement une question de morale. Allez, le plus jeune de nos philosophes, un mot. Ce que je crois, c'est qu'il y a une justification anthropologique du principe d'égalité, c'est-à-dire que tous les êtres humains, hommes et femmes de différentes races, ethnies, etc., ils ont tous les mêmes capacités cérébrales, les mêmes capacités émotives. Nous sommes tous les mêmes à travers des différences d'individus, de caractères, etc. Donc, anthropologiquement, qu'est-ce qui est très important? C'est, un, de respecter cette unité humaine, deux, de respecter la diversité humaine. Donc, l'égalité ne peut pas être homogénéisation. Cela dit, bon, ça c'est la base fondamentale. C'est-à-dire que si on avait affaire à des gens tellement différents de par leur nature même, on se dirait comment instaurer l'égalité. Là, d'autre part, il y a, et ça a été dit, c'est que tout être
humain a comme deux logiciels. Un premier logiciel égocentrique, c'est moi d'abord, mais il a un deuxième logiciel qui est communautaire pour autrui, que le nouveau-né ressent quand il veut la caresse, les baisers, le bercement. Et ce logiciel qui nous rend capable, dans certaines occasions, de sacrifier nos vies, nos personnes pour autrui, pour la communauté, c'est ça aussi qui est un fondement pour justifier l'égalité entre les humains. Oui, mais je crois, pardon, qu'il faut réhabiliter l'inégalité. Actuellement, ce à quoi nous assistons, c'est à une perversion de la notion d'inégalité. Car la notion d'inégalité, excusez-moi, elle est fondamentale. Vous êtes tout de même enseignant, vous faites vos élèves, vous donnez les diplômes aux uns, vous éliminez les autres, et c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est une inégalité fondée sur le mérite. Et figurez-vous que dans un village, quand il y a un ingénieur qui crée une entreprise et que 20 ans après, elle fait travailler 200 personnes dans le village, il n'y a personne pour s'indigner qu'il ait fait fortune. Mais aujourd'hui, avec la finance internationale, les gens gagnent plus qu'on n'a jamais gagné en se livrant à des activités qui ne profitent à personne. Donc, ils déconsidèrent l'inégalité, mais il faut réhabiliter l'inégalité parce qu'une société sans inégalité qui n'aspire qu'à l'égalitarisme, c'est une société dans laquelle on crève. Là, je crois que vous énervez tout le monde. Alors, on commence par Geneviève Fraisse, après Emmanuel Todd et Edgar. Je veux répondre. Reprenons, alors je ne vais pas du tout vous suivre, bien entendu. Reprenons le mot égalité. Reprenons le mot égalité à côté du mot justice. Et voyons, je vous prendrai un exemple très concret où moi, justement, je continue, contre vents et marées, à maintenir l'égalité, non seulement comme un principe politique, mais comme un lecteur de la vie sociale, dans notre démocratie depuis 200 ans. Eh bien, moi, je crois que je reviens à cette idée, c'est que l'égalité seule, évidemment, doit être combinée avec la liberté et la fraternité. Et je viens aussi à la deuxième chose, c'est qu'il y a une ambiguïté, une équivoque, il y a deux sens, il y a une sorte d'un piège sémantique dans ce mot. Si vous voulez dire égalité, c'est homogénéisation, même traitement pour tous, considérer, donner la même nourriture pour tous, etc., etc., c'est absurde. L'égalité, ce n'est pas l'homogénéité. L'égalité, c'est que ce qui empêche la domination, l'oppression, l'humiliation, le pouvoir incontrôlé. L'égalité, c'est l'égalité de droit et c'est l'égalité des chances. Donc, si vous voulez, il ne faut pas passer d'un sens du mot égalité, qui est l'égalitarisme, qui évidemment est un mot abstrait et simplificateur, de l'égalité, principe juste, mais qu'il faut combiner avec la liberté et la fraternité. Alors, Emmanuel Todd, qu'est-ce que vous pensez de cette idée donc, de réhabiliter l'inégalité? Cette idée de François Rien. Closet. Honnêtement, je n'en pense rien car elle est absurde. Mais je pense que... Il est aimable quand il dit n'importe quoi. Oui, je sais, je suis pas très sympa. Mais je veux dire, je trouve que ces questions paraissent insurmontables si on essaye de leur traiter dans une sorte de globalité logique et théorique. Si on se maintient, je dirais, dans un espace social et politique qu'on connaît bien, la France, avec son histoire... On voit bien que la montée du niveau de vie, le progrès a été associé à la montée de l'égalité objective entre les gens, que ce soit sur le plan éducatif ou sur le plan économique. On voit bien aussi que ça n'ira pas, il n'a jamais été question que ça aille jusqu'au bout, que l'égalité je dirais, de traitement soit absolue. On voit bien qu'une société qui fonctionne admet certaines inégalités pratiques, mais on voit aussi, on commence à sentir que l'embardement, je veux dire, l'embardé vers l'inégalitarisme qui touche l'ensemble du monde, quand ça arrive sur la société française, produit des dysfonctions. C'est-à-dire qu'on peut supporter, à l'intérieur d'un idéal égalitaire, on peut supporter un certain niveau, je dirais, d'inégalité justice, mais au-delà d'un certain seuil, le système se détraque. Il faut ramener... Est-ce que vous ne pensez pas le contraire? Attends, très compliqué, exactement ce que j'ai dit. Merci. Attends, François, j'aimerais alors que vous répondiez à ce que disait Tocqueville à propos des inégalités, justement. Il disait plus la société est égalitaire, plus les inégalités blessent. Il y a même cette formule, le désir d'égalité devient plus insatiable
à mesure que l'égalité est plus complète. Est-ce que c'est pas vrai, ça, un peu Moi, je trouve pas. Je veux dire, c'est pas parce que Tocqueville, qui est devenu une sorte de hochet culturel à Sciences Po, que tous les néolibéraux citent, parce qu'il était chic et qu'il écrit bien, a dit un truc. C'est vrai. Je veux dire, il a dit ça, c'est charmant. Ça fait une jolie phrase, mais on n'a aucune vérification. Ça fait une transition, c'est sûr. C'est tout. Oui. Non. Mais ça, je suis sûr, François En vérité, Creuset... les gens, la vérité, dans la société qui s'est constituée, je dirais, après la guerre et qui était un maximum d'égalitarisme, je n'ai pas senti monter des sentiments, je veux dire, égalitaristes violents. François Creuset. Il y a une chose qui est vraie dans cette réflexion, c'est que lorsque vous créez des inégalités monstrueuses, mais avec des systèmes symboliques, c'est le roi, c'est le seigneur, etc., les gens finissent par les accepter. Et puis, quand on est dans un bureau, il y a là un tel, tiens, il a une prime, oui, tout ça parce qu'il faillote auprès du chef, c'est insupportable. Donc, ça n'est pas faux. On regarde plus le jardin du voisin. Tocqueville a des émules. Et ça veut dire qu'il y a toutes sortes de systèmes pour flouer les individus et faire admettre les inégalités les plus scandaleuses. Mais attendez, vous êtes en train de parler des passions humaines. Les passions humaines et on peut peut-être isoler aussi la question de l'égalité dans une société sans la remettre du côté des passions humaines avec les histoires de voisinage ou je ne sais pas quoi. C'est quand même aussi une représentation d'un monde. Moi, je trouve l'égalité, notamment des sexes, tout à fait désirable, par exemple. Bien sûr. Ben oui, moi je trouve l'égalité désirable. Je vois une application de Tocqueville en fait. Le truc qui est marrant, c'est que parmi les gens normaux, je veux dire, qui ont des revenus normaux et qui peuvent vivre avec leurs revenus normaux, je n'ai jamais vu ou observé ce dont vous parliez. Par contre, chez les gens d'en haut qui croulent sous le pognon, là, on sent une exaspération égalitaire. C'est-à-dire le type qui est dans les 0,1% les plus riches est totalement obsédé par l'existence des 0,001% les plus riches. C'est vers le haut, c'est vers les riches que... C'est un paradoxe. C'est chez les plus riches, les plus inégaux en un sens, il y a une aspiration égalitaire totalement démente. Ça, c'est vrai, sans le voir. C'est très juste. Et ça s'est passé lorsqu'on a décidé, lorsque les rémunérations des grands patrons ont explosé, on a dit, eh bien, on va les afficher, comme ça ils n'oseront plus. Et ils ont considéré que c'était le tableau d'honneur, ils étaient furieux, je suis que le 5e, il faut que j'augmente. Voilà. Et ça a provoqué cette réaction insensée. Alors qu'on pensait qu'ils auront honte et ils baisseront leur rémunération. Donc le truc de Tocqueville, c'était un truc de mec d'en haut, très énervé. D'ailleurs, c'est tout à fait la mentalité nobiliaire d'être obsédé, je veux dire, par le un peu plus noble que soi. Mais alors prenons du temps pour faire le récit de tous ceux qui sont en bas et qui aiment l'égalité. Allez, une minute de morale maintenant. Non, c'est pas, simplement, c'est l'idée de l'unité à l'intérieur de laquelle nous essayons d'évaluer et de justifier ou de contester l'égalité me paraît pertinente. Et par exemple, lorsque vous prenez comme exemple la société, donc une communauté ou la nation, en disant qu'au-delà d'un certain niveau d'inégalité, ça ne va pas, je ne sais pas quelle métaphore vous avez employée, ça explose, ça pète, etc. Bon, tout ça, ça me paraît des métaphores aussi vagues. On ne sait pas ce que ça veut dire, ça pète. Est-ce que c'est si mal que ça pète? C'est du fonctionnalisme pour moi, dire qu'il y a un certain degré d'inégalité que la société ne peut pas accepter, ou qu'il y a un certain degré d'inégalité qui est fonctionnel, c'est un peu le débat entre vous deux. Trop d'inégalité tue la société, pas assez ne lui permet pas de fonctionner. Et moi, je veux sortir complètement de ce schéma fonctionnaliste dont le modèle est la société, notre contribution à la société, qu'est-ce que ça peut faire pour la communauté, et dire ce qui est important en matière d'égalité, c'est la justice, c'est-à-dire que c'est le meilleur modèle de distribution. Il n'y a aucune raison morale de s'appuyer sur les notions de mérite, de talent personnel ou de bénéfice pour la société dans son ensemble. Je crois qu'il y a un principe qui est très simple. Au fond, dans ce genre de système, c'est un principe individualiste et pas un principe communautaire. Pour moi, la société étant la réalité, je vous donne le droit absolu de sortir de la réalité. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire quelque chose. C'est moi philosophe, c'est à vous de comprendre. Est-ce que vous pouvez développer, Emmanuel Todd? Non, je veux dire, il se situe à travers une réflexion, enfin, il est dans une réflexion complètement abstraite, hors de la réalité du monde. Je veux dire, c'est voilà, c'est tout. Non, c'est de la morale, il fait de la morale. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est très concret, sauf que quand il emploie le mot justice, il accepte d'aménager les inégalités
par rapport à l'égalité. Ah bah si. Mais non, je vous dis que si vous prenez comme unité la société, on dira il ne faut pas trop d'inégalités car ça va péter, ou il en faut suffisamment pour que ça progresse. Alors moi je dis arrêtez de penser en termes la réalité du monde. La réalité du monde, c'est qu'on n'a pas le choix. On est dans la société. On ne peut pas décider qu'on n'est pas dans la société. Oui, il y a un truc qui s'appelle la division du travail. Il y a une interconnexion des fonctions. On ne vit pas en tant qu'individu. On est un individu, mais on vit aussi dans une société. Et penser sa vie en dehors de la société n'a aucun sens. Bon, donc l'inégalité fait partie de la société. Simplement, elle s'est pervertie. Et il faut avoir une inégalité qui corresponde à des valeurs et qui profite à tout le monde. Et c'est possible, ça a existé, il faut se battre et le construire. Alors, le débat est assez animé, mais j'aimerais savoir si le parrain des philosophes, enfin notre grand philosophe national, pourrait réussir à mettre tout le monde d'accord. Non, je ne peux pas. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut tenir compte qu'il y a un conflit permanent entre liberté et égalité. Il faut penser que tout ceci, évidemment, nécessite chaque fois des interventions, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, et parfois dans les deux aussi. Il faut se rendre compte aussi que dans une société où a dépéri le sens des solidarités, où s'est exaspéré l'égocentrisme et l'égoïsme et la recherche du profit, il est évident qu'à ce moment-là, c'est contre ces vices de société qu'il faut essayer d'élaborer une politique. Donc, je le répète, si on veut aujourd'hui traiter cette question extrêmement grave de l'accroissement des inégalités, il faut la traiter un peu dans l'ensemble, avec la question des hiérarchies, avec la question du pouvoir, avec la question des dominations, avec la question des tricheries, des mensonges, etc. Donc, si vous voulez, on est ramené à une question de politique générale par rapport à un courant, celui que nous avons dénoncé, où les choses s'aggravent du point de vue des inégalités et s'aggravent du reste de tous les points de vue par ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de voie. Avant de continuer ce débat avec la romancière Calixte Beyala, qui va nous rejoindre, Alexandre Gamelin va se demander si nous sommes prêts pour l'égalité des chances. On regarde. Êtes-vous pour l'égalité des chances entre les enfants? A priori, comme vous êtes quelqu'un de bien, évidemment. Qui pourrait être contre l'idée que chaque enfant puisse réussir ses études et conquérir un statut social en fonction de son seul mérite, et non pas des caractéristiques ethniques, religieuses, financières et sociales de ses parents? Seulement, regardons les choses d'un peu plus près. Pour qu'il y ait égalité, il faudrait déjà commencer par rétablir l'uniforme. L'école doit être un lieu où les distinctions sociales s'effacent. Aucune raison de mettre en scène les différences de revenus entre les familles par l'artifice des marques. D'ailleurs, dans les meilleures écoles anglaises et dans l'école républicaine de Jules Ferry, c'était une évidence. Bon, admettons. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Si on veut une égalité réelle des chances, on ne saurait tolérer que les familles qui peuvent payer leurs écoles puissent être avantagées par rapport aux autres, et que des institutions privées viennent remettre en question la mixité sociale de nos écoles. Interdisons l'école privée. Or, les quelques gouvernements qui se sont attelés à cette question ont dû reculer. Plus de 100 000 personnes réclament à la porte de Pantin le maintien de l'enseignement privé. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait aussi interdire la possibilité pour les parents qui en ont les moyens de financer des cours particuliers à leurs enfants. Papa, et si on prenait quelqu'un pour les maths? Mais tu te rends pas compte, c'est hyper compliqué, il faut remplir des tonnes de paperasse. On a évidemment plus de difficultés à combler ces lacunes en maths lorsqu'on a des parents qui ne peuvent pas financer ce genre de prestations. Les cours de soutien, c'est pour tous les élèves en difficulté, ou aucun, mais pas seulement pour les plus riches. D'ailleurs, pour qu'il y ait égalité des chances de nos enfants, il faudrait plus globalement qu'il y ait égalité des revenus des parents. Plus facile d'avoir son diplôme quand on n'est pas obligé de bosser à mi-temps dans un fast-food pour financer ses études. Mais ce n'est pas tout. L'inégalité de revenus, c'est une chose, mais l'inégalité des patrimoines culturels est aussi cruciale. Mais ce n'est pas tout. Les psychologues montreront qu'entre des parents présents, aimants et suivant de près l'éducation de leurs enfants, et des parents plus désinvestis, l'inégalité des chances est totale. Au fond, pour obtenir l'égalité des chances, il y a une solution simple et radicale. Abolir la famille, cette machine à produire de l'inégalité. Tous les enfants seraient strictement logés à la même enseigne, mis dans des pensionnats où des éducateurs les traiteraient de la même façon, et que le meilleur gagne. Ah bon, vous n'êtes plus certain? Mais c'est ça le problème, l'égalité réelle des chances. Tout le monde est pour, à condition de ne pas trop en faire pour l'atteindre. Aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je vous signale que vous êtes sur France 5 et vous regardez 2012, les grandes questions,
Une émission mensuelle philosophique qui s'intéresse aux grandes questions de la campagne présidentielle. Ce mois-ci, l'égalité. Après un premier expert, François Closet, une deuxième experte nous a rejoint, Calixte Beyala, figure des lettres françaises, romancière, qui anime un groupement qui s'appelle le Mouvement africain français, avec un tiret au milieu, le MAF. Hein. Et ce MAF qui comporte, je crois, 30 000 adhérents, c'est quelque chose qui est en train de devenir énorme. Et vous êtes en train d'assembler autour de vous et de quelques autres la communauté noire. Mais est-ce que ce n'est pas une démarche très anglo-saxonne, là, hein, qui consiste en fait à réunir ensemble une communauté? Ben, écoutez, j'aimerais bien revenir sur des notions. J'ai écouté les philosophes tout à l'heure. Je pense que quand on parle d'égalité, l'égalité est une notion civilisationnelle d'abord, culturelle. Je m'explique. C'est-à-dire que plus vous allez vers une société civilisée, plus on produit de l'égalité. Ce n'est pas une notion qui se trouve dans la nature en tant que telle. Ça n'existe pas. Ni chez les animaux, ni nulle part ailleurs. Plus une société est développée, enfin, plus elle est réfléchie, pas développée d'ailleurs, hein, plus elle est réfléchie, plus elle va produire de l'égalité. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Aujourd'hui, je dirais depuis 30 ans, je suis là, j'ai vécu cette société française. On a créé, c'est depuis 30 ans, depuis les années 80, des inégalités d'abord culturelles. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, c'est comme si on essayait de soigner une blessure complètement gangrénée, alors qu'il faudrait couper le pied. Nous avons, pendant 30 ans, fait l'apologie de l'argent. Je n'ai vécu que ça depuis 30 ans. En 1980, autour des années 80, j'avais 20 ans. À cette époque-là, c'est vrai qu'il n'était pas de bon ton de faire des études de sciences humaines, par exemple. On a totalement dévalorisé, à partir de cette période-là, la pensée pure, qui amène l'homme à réfléchir sur son destin, à réfléchir sur sa place dans la société, à son apport par rapport à une société, à son apport par rapport à l'autre. Nous avons plus exalté le financier. On a dit que les meilleurs élèves, par exemple, faisaient les sciences. Ensuite, ils allaient faire de la finance. Et aujourd'hui, on s'étonne que nous avons développé chez nous-mêmes, chez nos enfants, une espèce de désir de gagner de plus en plus d'argent, d'écraser, de dominer. La question à laquelle on essaye de répondre, là, dans cette partie, c'est l'égalité des chances est-elle une utopie, Edgar Morin? L'égalité des chances à travers l'école. C'est une chose qui doit sans cesse être tendance à être rétablie, cette égalité des chances. Il y avait le système des bourses abondantes de la Troisième République. Il y a le rôle des enseignants qui est capital pour ne pas laisser des mômes à la traîne. Il y a toute une série de dispositifs. Mais moi, j'ai plutôt envie de revenir sur ce qui a été dit. C'est que les sociétés archaïques, les sociétés racines ou premières, peu importe, elles avaient quelque chose d'égalitaire. C'était des petites communautés, il n'y avait pas les classes sociales, il n'y avait pas les hiérarchies, il n'y avait pas la ville, il n'y avait pas... Bon. L'inégalité est née avec les sociétés historiques, avec la ville, avec l'État, avec les classes sociales, avec l'esclavage, avec la guerre. Et ça, c'est un trait de l'histoire humaine. Et il s'est trouvé que des sociétés, qu'à l'intérieur de sociétés modernes, il y a eu des tendances pour vouloir corriger ce trait immonde de l'histoire. Et après beaucoup d'efforts, par exemple, l'esclavage a été aboli par la France au milieu du 19e siècle, dans d'autres pays, que la colonisation a plus ou moins cessé sous sa forme politique à la fin du siècle dernier. C'est-à-dire que nous faisons un effort historique pour contrebalancer une tendance terrible des sociétés historiques qui elles-mêmes produisent le pire de l'inégalité. Et ça, je crois que c'est ça qui est très important. Nous devons aspirer à un autre moment historique, méta-historique, où nous essaierions d'arriver, non pas à l'égalité, égalitarisme parfait, mais au moins où la reconnaissance d'autrui. Alors je viens à une idée qui est très importante pour l'égalité, c'est que chacun a besoin d'être reconnu par autrui, d'exister par autrui. Et ça, ce n'est pas seulement une question par rapport aux biens matériels que l'on possède, c'est une question par rapport au mépris, par rapport à la domination. Et ce besoin de reconnaissance, tant qu'il n'est pas satisfait, c'est un des pires vices de l'inégalité. L'égalité des chances, ça passe par l'école. Et là, il faut voir comment la situation a évolué sur 50 ans. Ça se mesure au fait
de constater que le nombre, disons, des enfants d'ouvriers, hein, pour faire simple, augmente parmi les diplômés ou qui n'augmente pas. Bien. Donc, en 1976, je crois, on a pris la mesure qui devait faire l'égalité entre tous les petits Français. On a fait le collège unique. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on a vu réduire en permanence et de façon continue le nombre, le pourcentage des enfants d'ouvriers, de pauvres qui arrivaient dans les grandes écoles et qui avaient les plus beaux diplômes. Et ensuite, juste pour terminer, M. Antoine Prot, qui est le grand historien de l'éducation, a regardé ce qui s'était passé dans les années 50-60, quand il y avait l'école ordinaire du peuple et l'école des bourgeois, les deux écoles. Et il a constaté que pendant toutes ces années, le nombre des enfants d'ouvriers augmentait, pas très vite, mais augmentait régulièrement, et qu'à partir du moment où on a décrété l'égalité, fait le collège unique, il s'est mis à diminuer. Donc vous voyez comme il est difficile d'évaluer les mesures qui réussissent à faire diminuer l'inégalité. Il y a des profs ici, ils ont tous envie de répondre. Emmanuel Moi, je ne suis pas prof, mais Non, quand on n'est même, pas ça me paraît une vision un peu pessimiste du mouvement de l'éducation, parce que la réalité de la période, c'est surtout que la proportion de chaque classe d'âge qui fait des études supérieures a, je veux dire, énormément augmenté, puisque même si ça a commencé à stagner dans la période récente, maintenant on est au tiers d'une classe d'âge qui arrive, je veux dire, au stade du baccalauréat général. Alors par contre, moi je retournerai à la problématique de l'éducation. C'est-à-dire que l'un des mystères de notre société, c'est pourquoi est-ce que ces sentiments inégalitaires sont mieux acceptés, se sont répandus en fait. Pourquoi est-ce que cette offensive contre l'égalité a été possible? Alors moi je crois qu'une interprétation en termes d'éducation, c'est-à-dire que ce qui avait assuré la montée du sentiment égalitaire, c'était la progression de l'alphabétisation. C'est en ce moment où on s'est aperçu que les prêtres, puis les nobles, puis les artisans, tout le monde, puis les ouvriers, tout le monde allait savoir lire et écrire. Vers le début du siècle, au moment du début de l'apogée de la démocratie, la France était culturellement très homogène. C'est-à-dire tout le monde savait lire et écrire. Et puis il y avait une pellicule de gens qui faisaient des études supérieures et qui d'ailleurs, s'ils voulaient parler à quelqu'un, écrire des livres, devaient parler à tout le monde. Et puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu se développer l'éducation secondaire et supérieure. On a perçu très correctement ça comme un progrès, et ça l'est, mais on ne s'est pas rendu compte que ça allait recréer une stratification culturelle. C'est-à-dire qu'on est revenu vers l'inégalité des conditions culturelles par le développement de l'éducation supérieure. Et actuellement, on est dans une situation où on a, je ne sais pas, mettons un quart, un tiers. Si on est dans une situation où un quart ou un tiers des gens font des études supérieures, ça ne bouge pas. On a une société qui a une caste supérieure et où les gens finissent par se sentir supérieurs. Et là, Calixte, on ne peut pas dire qu'il y ait d'égalité des chances pour les enfants d'origine immigrée. C'est le grand problème français. Même dans les banlieues en général, je vais dire qu'effectivement, vous avez raison, on dit que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais la plupart des enfants quittent l'école à cause des conditions socio-économiques, politiques de leurs parents. Je veux dire que il y a l'inégalité économique produit aussi l'inégalité culturelle. C'est-à-dire que nos enfants dans les banlieues, aujourd'hui, excusez-moi, ils savent à peine lire et écrire, ils fonctionnent, je dirais, par onomatopée. Et non, vous ne pouvez pas dire des trucs comme ça. Là, vous ne servez pas la cause. Parce que si vous présentez les gens... Laissez-moi finir mon argumentaire. Laissez-moi terminer mon argumentaire. Je vais dire qu'effectivement, ils ont 150 mots, beaucoup ont 150 mots pour s'exprimer. Je vis avec eux, je vis dans ces banlieues. Et à partir de ce moment-là, nous les encourageons en disant que c'est très bien, c'est du verlan, c'est ceci, c'est cela. Nous les encourageons par induction justement en disant « Non, mais je suis désolé, c'est ce que je vois au niveau notamment des journalistes et même des politiques qui font semblant aussi de jouer un peu les racailles, etc., tout en sachant que ces enfants-là ne seront pas acceptés dans les entreprises pour travailler parce qu'ils parlent différemment, on ne les éduque pas de la même façon. Il y a une espèce de tolérance, monsieur, qui nuit à la banlieue, c'est-à-dire que les exigences scolaires qu'on a, par exemple, à Paris 6, on ne les a pas à Montreuil ou à Pantin.
il faudrait avoir les mêmes exigences scolaires. On devrait exiger des parents les mêmes suivis et on ne le fait pas. Je comprends votre indignation, je comprends vos bons sentiments, mais vous ne servez pas notre cause. Et vous contribuez à une vision complètement pessimiste des banlieues. Bien sûr, il y a des problèmes culturels dans les banlieues, bien sûr de l'inégalité, et ce n'est pas des enfants de bourgeois. Mais la réalité des banlieues françaises, ce qui s'est passé depuis le début de l'immigration, c'est qu'il y a des parents analphabètes qui sont arrivés, dont la plupart des enfants ont fait des études secondaires. Donc, bien entendu, ça continue à ne pas aller, mais on est dans la marche du progrès. Je vais rajouter quelque chose, Emmanuel. Je suis désolé de vous contredire encore une fois de plus. Bon, c'est moi qui ai commencé. Allez-y, je vais vous contredire une fois de plus, c'est-à-dire que là, encore une fois, j'ai vu sur le terrain, je peux vous garantir que dans les années 80-90, il y avait une masse plus importante d'enfants d'immigrés qui faisaient des études supérieures. Par rapport au nombre de la population, à l'augmentation de la population, ils sont moindres. J'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à trouver des enfants diplômés parce qu'ils sont découragés. Je vis avec eux, ils sont découragés. Ils se sont dit que nous, leurs parents, avions fait des études et que pour autant, nous sommes des balayeurs de France et que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, le travail consiste à les ramener vers l'école, à les ramener vers l'éducation. Ce n'est pas, moi, faire ce constat me permet de travailler parce que je travaille avec eux. À les ramener vers l'éducation, à les ramener vers la République. C'est pour ça qu'au niveau du mouvement des Africains français, il y aura ces maisons qui leur seront réservées pour les éduquer, pour rattraper ce que l'école républicaine n'a pas pu faire. Je ne suis pas du tout en train de nier l'existence, je dirais, de difficultés, de problèmes liés, beaucoup d'ailleurs au taux de chômage, une gestion tout à fait absurde de l'économie. Ce que je dis, c'est que présenter une vision trop catastrophique de ce qui se passe, c'est démobilisateur. C'est pas vrai d'abord, ça n'est factuellement pas vrai, et c'est démobilisateur. Parce que ça équivaut à dire, oh putain, ça mène à l'idée de tout est foutu. Pas du tout, mais c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes justement en train de dire qu'il faudrait se ressaisir, il faudrait travailler ensemble, il faudrait, c'est que la République, demander à la République d'envoyer des profs qualifiés, plus qualifiés dans les banlieues, au lieu d'envoyer des profs qui débutent leur métier et qui n'ont pas encore de métier. On met à la disposition des enfants... On peut faire tout ça sans dramatiser. Non, mais c'est pas une question de dramatiser, c'est une question de réalité. Mais on dirait que ça vous prenait plaisir à me contredire, mais c'est génial. Alors, la parole... Voilà, une parole apaisée maintenant, la parole du moraliste. Allez, on y va. Au fond... je ne suis pas un spécialiste. Et la morale là-dedans? Je ne suis pas un spécialiste de ces questions d'éducation, mais j'ai été alerté cet été par le retour de la morale à l'école élémentaire. Vous savez que le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a proposé qu'on revienne à l'instruction civique et morale à l'école primaire avec l'enseignement des maximes morales, etc. Et alors, je me suis intéressé à cette question parce qu'en fait, elle exprime simplement un grand débat qui a lieu aujourd'hui à peu près dans toutes les démocraties occidentales sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour rétablir un semblant d'égalité à la sortie et un minimum d'éducation pour les personnes qui font tout un parcours scolaire, entre ceux qui pensent qu'il faut mettre plus d'argent, donner plus de moyens, donner plus, au fond, de possibilités matérielles, et ceux qui considèrent que tout ça, ce sont des foutaises, que le problème est moral, c'est un problème de respect, d'autorité, et il vaut mieux apprendre des maximes aux enfants que faire des classes de 15 ou 20. Alors, je ne veux pas prendre position par rapport à cette question, mais je voudrais vous alerter sur le fait qu'à insister simplement sur la question morale, on oublie trop les déficits matériels, et de ce point de vue, je pense que Emmanuel a peut-être raison de vous dire, faisons très attention à ne pas nous mettre complètement du côté de la morale dans cette question-là. La question de l'école n'est pas qu'une question, du moins à mon avis, de respect, d'autorité, c'est aussi une question de moyens matériels, il ne faut jamais l'oublier. Et pendant que la très très grande biologiste Nicole Ledouarin va nous rejoindre sur le banc des experts, notre vidéophilosophe Alexandre Gamelin va nous dire si la génétique et la biologie ont quelque chose à dire sur l'égalité ou non entre les humains. On regarde. La génétique remet-elle en cause l'égalité entre les hommes? Oui, si l'on confond les mots égal et identique. Lorsqu'un spermatozoïde, parmi 250 millions de prétendants, atteint un ovule unique, il y a tant de combinaisons génétiques possibles qu'il est presque inconcevable de rencontrer deux individus génétiquement identiques. Seule exception, le cas des vrais jumeaux. Mais même dans ce cas, l'interaction avec l'environnement les singularisera.
Deux jumeaux n'ont, par exemple, pas les mêmes empreintes digitales selon qu'ils ont sucé ou non leur pouce, la façon dont ils se sont déplacés dans le ventre de leur mère, et les objets qu'ils toucheront, et la façon dont ils les toucheront dans l'enfance. Du coup, on peut se dire tous égaux, à condition de se reconnaître comme tous différents. Mais évidemment, c'est là que les problèmes commencent. Comment ces différences génétiques sont-elles compatibles avec une égalité des chances ? Si des facteurs génétiques inscrits avant même la naissance augmentent les chances d'être en bonne santé, alcoolique, dépressif, schizophrène ou intelligent, qu'en est-il de l'égalité réelle entre les individus ? Certes, entre des potentialités génétiques et la réalité, il y a un écart énorme. Un potentiel s'exprime plus ou moins en fonction de l'environnement, n'empêche, il n'y a pas d'égalité génétique des chances. Face à cela, on sort du champ du scientifique pour entrer dans celui de l'idéologie. Hey Hitler! Hey Hitler! Vous êtes sérieux quand vous parlez de cette histoire de race? Certains tenteront d'utiliser la génétique pour démontrer scientifiquement l'inégalité de nature entre les hommes et donc justifier une hiérarchisation entre différentes couleurs de peau, différents sexes, voire différentes civilisations. Le co-découvreur de la structure de l'ADN lui-même, James Dewey Watson, expliquait que les Noirs étaient génétiquement moins intelligents que les Blancs, contre l'avis de nombreux de ses collègues, et sans préciser si le racisme pouvait également avoir une explication génétique. A l'inverse, au nom de l'égalité des chances, on peut justifier une forme d'eugénisme. Pour que les hommes naissent libres et égaux, prenons le problème à la racine, avant la naissance. En France, il est interdit d'avorter au-delà de 14 semaines de grossesse, sauf dans le cas d'enfants à naître viables, mais porteurs de graves maladies génétiques. Bonjour, je suis Pascal Duquesne. Je suis un peu différent, mais en fait, je suis comme vous. Un futur enfant trisomique n'est pas égal en droit à un futur enfant dit normal. On comprend bien que cette situation juridique répond à la situation difficile des familles. Mais où place-t-on la limite ? Si on peut démontrer que certains enfants auront plus de probabilités que d'autres de développer un cancer ou d'avoir un QI médiocre, peut-on estimer, au nom de l'égalité des chances, qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne naissent pas ? Après tout, certains pourraient même défendre, en affichant les meilleurs sentiments du monde, qu'éviter à un individu les souffrances liées à une forte probabilité de maladie grave, c'est une simple question d'humanité. Poussez-vous de la télé. N'empêche, pas sûr qu'elle y gagnerait au change, l'humanité. Hello. Bonjour. Mon nom est Stephen Hawking. Je suis physicien, astronome et je suis rêveur. Aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je signale que vous regardez 2012, les grandes questions, une émission philosophique qui confronte philosophes et experts. Ce soir, nous traitons de l'égalité avec la troisième experte qui nous a rejoint, une grande dame que nous sommes fiers d'accueillir, Nicole Ledouarin, qui a été secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Mais vous n'êtes pas restée secrétaire perpétuelle, apparemment, ça ne dure pas, c'est pas éternel. Non, non, non. Professeure au Collège de France, une grande biologiste reconnue qui publie son autobiographie que je vous conseille. Alors d'abord, la biologie, en biologie, est-ce que les humains sont différents, tous différents, ou ils sont tous égaux ? Écoutez, on ne peut pas dire qu'ils soient tous semblables. Qu'ils soient égaux, c'est une autre histoire. Mais ils sont différents. Pourquoi ? Parce que la reproduction génère la diversité, et en particulier la reproduction sexuée. Il y a, au moment de la formation des gamètes, des échanges de gènes chez chaque individu, des échanges de gènes entre les chromosomes qui viennent de son père et qui viennent de sa mère. Donc, il est impossible de générer deux gamètes qui soient identiques, aussi bien dans le sexe femelle que dans le sexe mâle. Par conséquent, la reproduction génère une diversité extrêmement grande, et cette diversité, c'est la richesse justement des êtres biologiques, c'est-à-dire que ça leur permet de s'adapter beaucoup mieux aux différents problèmes que l'environnement peut leur poser. Sur l'égalité, quand même, quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est que l'embryon de l'humain et l'embryon du poisson sont absolument semblables, disons, pendant les 15 premiers jours. Alors, ils sont semblables parce que nous sommes tous cousins. Nous dérivons tous probablement d'une on peut pas les reconnaître. On peut pas les reconnaître l'un de l'autre. On peut les reconnaître quand on est un expert. On peut pas reconnaître un poisson d'un humain. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors, ils se ressemblent beaucoup parce que, au début du développement,
ce qui se passe, c'est la mise en place des grandes structures, le système nerveux, le système digestif, la tête, etc. Et là, les choses se passent à peu près de la même manière. Mais le génome du poisson et le génome de l'humain sont tout à fait différents. Et à partir d'un certain moment, quand on va organiser les détails de l'être qui va naître, eh bien, à ce moment-là, il y a des différences qui surgissent et on voit très bien la différence entre un poisson et un être humain. Ne serait-ce que parce qu'il y a des membres qui poussent chez l'être humain et que chez le poisson, il y a juste des petites nageoires qu'on reconnaît très bien. Tout ça, c'est parce que, comme vous le dites, on vient d'un ultime ancêtre commun, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. On vient de la même cellule. Justement, vous savez, la découverte de l'ADN, de la structure du matériel génétique, a permis d'aller vraiment au cœur de la vie. C'est-à-dire de se rendre compte que le code génétique, il est le même pour tous les organismes. Comme disait Jacques Monod, il est le même pour la bactérie, pour l'éléphant. Et tout ça, pourquoi? Parce que la vie sur la Terre est issue de plusieurs essais, probablement, mais d'un essai qui a réussi et qui était représenté il y a plusieurs milliards d'années par une cellule et qui ressemblait beaucoup aux cellules qui nous constituent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces cellules uniques qui sont proliférées pendant très longtemps, à un moment, elles ont décidé qu'elles allaient fusionner et faire des êtres multicellulaires. Et à partir de là, il y a à peu près entre 5 et 600 millions d'années, c'est une aventure merveilleuse, franchement, parce qu'on a vu des êtres qui se sont épanouis et qui se sont diversifiés. Et alors on a tendance, comme disait Madame qui n'aime pas le progrès, à penser que tout au sommet de tout ça, eh bien, il y a l'homme avec son cerveau extraordinaire. C'est vrai que c'est une tendance naturelle de penser que l'homme est quand même le plus beau, n'est-ce pas? Tout le monde est baba là, en vous écoutant là, visiblement. Mais alors, il y a après une inégalité qui s'installe, pensez-vous, entre... Non, mais écoutez, évidemment, entre les espèces et après, la notion d'égalité, c'est une notion qui est pour les philosophes. Moi, je préfère discuter de ce qui est semblable et dissemblable. Vous savez, il faut être modeste. Et les biologistes, en général, sont modestes parce qu'ils sont confrontés à la réalité. C'est seulement la réalité qui les intéresse. Et alors là, les êtres sont différents parce que justement, comme je vous le disais, l'ADN dirige tout, commande tout, et l'ADN qui est à l'origine de chaque organisme, eh bien, il est le résultat de mélanges au hasard qui fabriquent une diversité qui est génératrice justement d'une puissance d'adaptation extraordinaire. Nous sommes dans une crise en ce moment, eh bien nous allons nous adapter, nous allons en sortir parce que nous avons des capacités d'adaptation. Alors je vois Edgar Morin qui est en train de boire vos paroles, hein, qui s'intéresse énormément à la biologie puisqu'il a montré dans son monument, là, dans son classique, La méthode. Là, vous pensez quoi de ce que vient de nous dire Nicole Douarin dans vos réflexions? Ça vous amène où? Non, mais ça m'amène à penser qu'effectivement, il y a des grandes inégalités qui nous viennent dans le fond de notre patrimoine génétique, qui nous viennent, si vous voulez, finalement de notre physiologie, de notre santé. Ce n'est pas nécessairement les plus riches qui sont toujours en meilleure santé. Il y a des très grandes inégalités, et puis en plus les inégalités qui fait que de caractère, d'humeur. Celui qui est mélancolique va avoir une vie beaucoup plus triste que celui qui est débonnaire. Moi, par exemple, puisque j'ai en moi mon père et ma mère, mon père était un homme toujours de bonne humeur. Quand je suis possédé par mon père, je suis toujours très content. Mais ma mère était une mélancolique. Et alors, quand c'est ma mère qui me possède, je suis très bien. Donc, si vous voulez, il y a tout ce côté qui nous vient de la vie, de notre être physique, de notre être biologique, et qui peut nous conduire à des sorts très différents, ce qui semble compenser les terribles inégalités qui viennent de la société. Il y a les inégalités qui viennent de la nature, et on ne sait pas comment se démerder avec tout ça. François de Closet, qui fut un grand journaliste scientifique. Je connais très bien ses écrits. La leçon de la science, c'est qu'effectivement, l'espèce humaine est une. Donc, quand on parle d'inégalité, toute forme d'inégalité
qui nie cette égalité fondamentale scientifique des hommes, toute inégalité de ce type qui n'a pas le respect, la considération de la personne, c'est intolérable. C'est là le leçon de la science. Mais d'un autre côté, les diversités... La nature nous a fait égaux, la société nous fait inégaux. Voilà, c'est-à-dire, et c'est ça qui est très important, que ce que vous constatez, vous l'avez dit, c'est la diversité, et c'est la société qui, en fonction de ces règles, va transformer la diversité en inégalité. Par exemple, c'est la société qui met en circulation de l'argent. Si vous avez de l'argent et l'autre en a pas, c'est une inégalité, mais c'est la société qui a créé ça. Alors, autrement, il y aurait que des diversités. Vous pouvez le développer, ça, concrètement, Nicole Douarin? C'est-à-dire que les... Parce que c'est une mine d'histoire, Nicole Douarin, je dois le dire. Il y en a plein dans son livre, dans son autobiographie. C'est une mine d'histoire. Pour poursuivre sur ce que dit monsieur, les êtres naissent avec un certain nombre de caractéristiques qui sont génétiquement programmées. Et un certain nombre de possibilités d'évoluer aussi dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que après la naissance, l'éducation peut avoir un rôle très important sur ce que va être l'individu plus tard à l'état adulte. Parce que le cerveau humain, à la naissance, n'est pas encore complètement fixé. D'ailleurs, il ne l'est jamais, puisqu'on peut apprendre jusqu'à la fin de ses jours. Et par conséquent, il y a à la fois des caractéristiques qui sont fixées, des tendances qui sont génétiques, qui sont innées, je dirais, et puis on peut en tirer profit ou ne pas en tirer profit, aggraver les difficultés ou au contraire les corriger. Et c'est là que l'éducation est très importante, c'est là que la société intervient, entre autres, et l'école, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter toute la discussion sur l'école, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est la poursuite de tout ce que la biologie nous donne. Alors, biologiquement, l'inégalité homme-femme, vous pouvez en parler? Biologiquement? Oui. Ah ben, il y a des différences. Ça, on a remarqué. Oui, il y a des différences, et puis il ne faut pas s'en plaindre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est scandaleux de ne pas donner les mêmes chances, les mêmes possibilités aux femmes qu'aux hommes. Elles doivent être traitées avec justice. C'est la même chose pour les inégalités des enfants. Certains sont très doués, d'autres sont moins doués. Ceux qui sont moins doués, il faut les aider pour qu'ils arrivent à un niveau où ils peuvent avoir une vie qui soit une vie à laquelle ils ont droit. Oui, dans la famille, disait Karl Marx, l'homme joue le rôle du bourgeois et la femme celui du prolétariat. Hein, c'est toujours un peu comme ça dans la société aussi. Ça, c'est inadmissible. Je peux peut-être... rebondir sur le début de ce qu'a dit Nicole Douarin, quand elle n'a pas voulu vous suivre dans la question que vous posiez sur égalité-différence. Et ça me paraît très très important. Elle a dit, non, le mot égalité, il ne concerne pas ce que je fais, c'est le mot semblable et dissemblable. Oui, moi je voudrais revenir sur le mot diversité, parce qu'en ce moment, tout le monde utilise ce mot pour désigner, je ne sais pas quoi, les Noirs, les Arabes et bien d'autres personnes. Je trouve ce mot extrêmement dangereux. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas attiré l'attention des philosophes et autres hommes de culture. Car à partir du moment où on dit diversité, j'ai comme l'impression, le sentiment, qu'on vient d'introduire la notion de différence, presque raciale. En ce qui me concerne, il n'y a pas de diversité au niveau de l'humain. Il n'y a qu'une race humaine. Donc, il faut plutôt définir les gens par la culture que par une appartenance ethnique. Je suis très gêné en ce moment par cette notion de diversité dans le langage et des politiques et des journalistes pour désigner les Noirs, les Arabes. En plus, il s'agit là d'une négation de l'identité. On ne peut pas être une diversité. On ne peut être qu'appartenant à une culture. On peut appartenir à une culture arabo-musulmane française. On peut appartenir à une culture africaine française. Je veux dire qu'on ne peut pas être une diversité. Et ce mot-là pourrait effectivement être utilisé par des gens qui pourraient se baser sur les travaux de notre grande biologiste pour nous ramener à des temps terribles du passé. Donc je pense qu'il faudrait bannir ce mot pour désigner
je dirais, ce qu'on a appelé les Africains français globalement. Mais écoutez, le vrai problème, c'est d'associer inséparablement le mot d'unité et de diversité parce qu'ils sont vrais l'un et l'autre. C'est que l'unité est le trésor de la diversité humaine et que si nous oublions l'unité humaine, nous voyons uniquement des séparations. Mais si nous ne voyons qu'une unité humaine, c'est abstrait. Nous ne voyons pas la richesse des différences. Autrement dit, je dis que le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine. Le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine. Il faut penser ces deux notions qui semblent incompatibles. Sinon, vous vous enfermez dans une pensée binaire, où c'est la diversité ou c'est l'unité. C'est l'un et l'autre. Alors, non, mais moi, je ne suis pas d'accord absolument avec vous là-dessus. Parce que, non, mais effectivement, quand vous dites qui est divers alors dans ce cas et qui, parce que là, quand on dit diversité, on ne désigne qu'une certaine catégorie. Mais vous isolez, il ne faut pas isoler la diversité. Mais oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan linguistique. Je vais dire que le champ linguistique utilisé, qui est le mot diversité, d'ailleurs qui va avec divers, diversifié, divertissement, etc., je vais dire que je suis désolé, je ne suis pas une diversité. Je suis comme vous. J'ai peut-être, par rapport aux lumières, une couleur un peu plus foncée. Mais je suis différente de par ma culture. Mais c'est pas vous qui êtes diverse. C'est moi qui suis divers par rapport à vous. Chacun est divers par rapport à l'autre. Il suffit que nous allions tous les deux en Afrique et c'est moi qui serai une espèce diversifiée par rapport à vous. Je n'accepterai pas que vous soyez diversifié. Il faudrait que l'être humain prenne cette unité plus qu'autre chose. Le divers doit être dans la culture et non dans le génétique. Peut-être il y a un malentendu. En termes logiques, le mot diversité n'est pas gênant. Mais c'est vrai que l'utilisation politique actuelle est catastrophique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça devient un argument. C'est une affaire de sémantique, c'est une affaire d'utilisation des mots. Nicole Audorin, je voudrais revenir sur votre livre, là, qui est l'histoire d'une biologiste, un itinéraire. Et je voudrais que vous nous disiez, dans tous ces mystères au milieu desquels vous avez vécu, et puis ces quelques mystères aussi que vous avez percés, lequel vous a le plus fasciné et vous fascine toujours? Mais écoutez, c'est le développement d'un embryon. Parce qu'il faut comprendre qu'un être comme nous, avec des milliards de cellules, eh bien, nous venons d'une cellule qui faisait 100 millièmes de millimètre de diamètre. Donc c'est la même, l'égalité, la même. On est dans l'égalité. Oui, et dedans il y avait un noyau. Dans le noyau, il y avait l'ADN, c'est-à-dire le patrimoine héréditaire, sous une forme moléculaire bien connue, qui est capable, à chaque fois que la cellule en question se divise, de se recopier absolument à l'identique, avec quelques petites fautes parfois, mais la vie a fabriqué le moyen de réparer les fautes. Donc Nicole Audorin... Alors, c'est quelque chose de fabuleux. Bah oui, nous sommes tous égaux, les oiseaux, les poissons, les humains. Mais oui, nous venons tous de la même source. Mais alors pourquoi on n'est pas d'accord là? Ça, c'est la question. Mais c'est la grande question philosophique. J'allais dire, c'est la diversité. Grande question philosophique. C'est un débat culturel et intellectuel. Parce qu'on est tous égaux, mais qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Très bien. Et c'est là que ça ne va plus. Très bonne formule. Moi, j'ai envie de vous poser maintenant comme dernière question, c'est la question rituelle, c'est comment vous voyez le thème de l'égalité dans la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en attendez? On va peut-être commencer par vous, Calixte. Est-ce qu'avec votre mouvement, le mouvement des Africains français, le MAF, est-ce que vous n'allez pas en faire un jour une plateforme présidentielle pour vous, par exemple? Vous présentez, vous y pensez? Le 14 avril, nous serons au Palais de Congrès de Paris, où je vais donner le mot d'ordre de vote des Africains français pour la semaine d'après. Absolument, ça sera une première en France, parce qu'il serait temps qu'ils nous donnent cette France dont moi je rêve. Je vais dire que moi je ne suis pas française par accident. Je ne suis pas arrivée en France poussée par la misère. Je ne suis pas française parce que je ne pouvais pas être autre chose. Tous les pays du monde m'ont proposé leur nationalité, même les Américains. J'ai choisi la France parce que je trouvais qu'il y avait une philosophie. J'aimais cette philosophie-là. J'ai enseigné aux États-Unis. Et à un moment donné, j'ai dû partir parce qu'effectivement, je n'aimais pas la constitution, la construction de cette société-là. J'aimais cette France, hein, même s'il y a des défaillances. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que cette France que j'ai aimée, cette France que j'ai épousée, les partis politiques actuellement, ces hommes-là ne la représentent pas. Donc du coup, effectivement, il se pourrait qu'en 2017, effectivement,
je puisse être candidate aux élections présidentielles. Voilà, on a appris des choses ce soir sur ce plateau. François de Closé, alors vous, qu'est-ce que vous attendez du thème de l'égalité? D'abord, qu'on pense qu'on va fustiger, on va dénoncer, ce sera une très bonne chose, l'épouvantable inégalité, l'inégalité perverse qui s'est instaurée dans notre société. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse miroiter une égalité qui résoudrait tous les problèmes. Attention, il faut combattre cette inégalité, mais il ne faut pas tomber dans le piège d'une utopie égalitariste. Alors François de Closé, vous qu'on retrouve avec ce thème de l'égalité d'ailleurs dans votre livre, L'échéance avec Irène Inchospé aux éditions Fayard. L'échéance, là vraiment c'est un livre pour cette émission, hein. Vous êtes vraiment dans le cadre de 2012. Ce livre, c'est le scénario, parce que tout ce qui se passe, c'est ce qui est écrit dans le livre, et dans les chapitres suivants, il y a ce qui va se passer dans les mois à venir. Bon, c'est un best-seller évidemment, comme tous les livres de Closé. Alors Nicole Ledouarin, vous, qu'est-ce que vous attendez du thème de l'égalité? J'espère que le prochain gouvernement sera un gouvernement où les inégalités, qu'elles soient génétiques ou bien qu'elles soient le résultat d'interactions sociales, seront moins grandes qu'elles ne le sont maintenant et où les plus faibles seront aidés. Et alors, je vous conseille tous de lire le livre de Nicole Ledouarin, si ce n'est pas déjà fait, Dans le secret des êtres vivants, l'itinéraire d'une biologiste. Un très beau livre aux éditions Robert Laffont, et c'est signé par une grande dame que nous admirons tous. Alors vous, Ruven Augien. Écoutez, j'espère que François Hollande, qui s'est engagé pour l'égalité, fera une campagne suffisamment brillante et intelligente pour redonner toute sa valeur à ce thème. Et qui tienne parole après. Augien, vous pouvez le retrouver avec sa morale dans ce livre qui est aussi bon que le titre. Le titre, c'est « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale » aux éditions Grasset. Emmanuel Todd, qu'est-ce que vous attendez, vous? Pour moi, c'est déjà lancé. C'est-à-dire que Sarkozy s'est tellement identifié aux gens d'en haut, aux puissants, aux gens qui ont de l'argent. La droite s'est tellement identifiée à l'idéal d'inégalité que la présidentielle, de fait, va être un référendum sur l'idéal d'égalité. C'est-à-dire que si la gauche passe, on saura que la France est toujours la France et qu'elle a toujours ce principe. Et si elle ne passe pas, c'est en route vers l'inconnu. Mais la question, c'est égalité-inégalité. Alors, on peut retrouver Emmanuel Todd dans ce livre aussi que je vous conseille pour bien comprendre la famille, l'histoire des familles à travers les âges, les civilisations, la géographie, l'origine des systèmes familiaux aux éditions Gallimard. Et vous avez réussi à ce que plein de Français lisent ce livre, qui est un livre universitaire. Geneviève Fraisse. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'égalité? On a dit que l'égalité, c'était un principe politique. Moi, je pense que c'est aussi un instrument de lecture. Donc, je suggère qu'on utilise ce mot égalité pour lire ce qui va être proposé aux Français et pour qu'on mette à l'épreuve ce mot et pas seulement qu'on le brandisse comme une clé ou comme je ne sais quoi. Donc, c'est un outil et moi, je propose qu'on lise avec. Alors, évidemment, en particulier sur la question de l'égalité des sexes, mais en général aussi, parce que c'est un outil et pas seulement un principe, l'égalité. Alors, Geneviève Fraisse, qu'on peut retrouver dans 2 livres, là, À côté du genre, qui est sorti il y a quelques mois, Sexe et philosophie d'égalité, aux éditions Le Bord de l'eau. Et puis son dernier livre, là, qui sort ces jours-ci, La fabrique du féminisme, texte et entretien aux passagers clandestins. Alors, c'est au tour maintenant d'Edgar Morin. Edgar Morin, notre maître à tous. Qu'est-ce qu'il attend de l'égalité en 2012? Je souhaite un président qui entreprenne une lutte cohérente, vigoureuse et continue contre les inégalités et que cette lutte ne peut pas se résumer à des mesures fiscales nécessaires mais insuffisantes, mais aussi à un ensemble d'autres mesures dans tous les domaines, y compris de l'éducation. Et il y a une véritable, je pense, rééducation à faire en pensant que dans la Troisième République, c'était les éducateurs, les instituteurs, les enseignants, les partis politiques de gauche, avec leur formation de militants, qui donnaient ces idées
qui est décidé de fraternité, de liberté, d'égalité, et qu'on est en pleine décadence de ce point de vue-là. Je souhaite une régénération politique de la France et un changement profond de voie. Alors, Edgar Morin, on peut le retrouver dans Le chemin de l'espérance, qu'il a écrit avec son ami Stéphane Hessel aux éditions Fayard, dans La Voix aussi, toujours aux éditions Fayard. Et puis, vraiment une petite merveille que j'ai adorée, c'est Mes philosophes. Edgar Morin fait le point sur ses philosophes préférés. Parmi ces philosophes, d'ailleurs, il y a quelques surprises. Il y a Jésus, il y a Bouddha. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et puis Beethoven aussi. Bien sûr. Ah oui, c'est un philosophe. Mais profondément. Voilà, bon, c'est sur ces mots que nous terminons notre 4e meeting philosophique. Je remercie la Cité internationale universitaire de nous avoir accueillis. Je rappelle qu'elle multiplie les débats pour favoriser les échanges entre les jeunesses du monde. Il y a un débat d'ailleurs bientôt ici qui sera organisé en mars autour de la génération Y. Est-ce qu'elle peut changer le monde? Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, le vendredi 16 mars à 21h30, toujours sur France 5, pour une nouvelle édition de 2012, Les Grandes Questions, au 16 mars.